Vous regardez Télé-Sud, bonjour à tous. Depuis toujours, ils sont partout, dans tous les centres-villes, galeries marchandes, centres commerciaux, que vous les appeliez commerce, magasin ou boutique, ils font partie de nos vies et c'est peu de le dire. Pour la petite histoire, même pour la grande, le commerce est l'une des plus anciennes et importantes inventions de l'humanité. Certains le considèrent même à l'origine de l'écriture inventée il y a 5500 ans par les commerçants sumériens pour leur comptabilité. Mais laissons l'histoire aux historiens et revenons à nos boutiques de quartier qui ont été frappées de plein fouet par le coronavirus. Au-delà de la crise économique, qu'engendre presque 3 mois de fermeture pour un grand nombre de petits commerçants, c'est tout un modèle qui serait en passe d'être repensé. La raison, le changement de comportement de leurs clients. Le concept du commerce de détail ne correspond plus à la demande. La crise sanitaire et la peur du virus ont tout bouleversé, et avant eux, le e-commerce déjà, qui commençait à ébranler l'édifice. La question donc que l'on peut se poser est toute simple. Comment le commerce peut et doit affronter cette crise qui risque de durer? On en parle juste après ça. Bruno Paillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur retail de la marque Jonac. Alors, directeur retail, on peut traduire ça par? Directeur commercial. Directeur commercial. Jonac, c'est une chaîne de magasins spécialisée dans la chaussure pour femmes. Tout à fait. 50 ans, c'est quoi ça? Ça a été créé au milieu des années 60. Je disais 50 ans, 50 boutiques aussi. 50 points de vente avec notre personnel en place. D'accord. Une première question, comment s'est passée la reprise? Là, depuis le 11 mai, vous avez réouvert suite à l'autorisation gouvernementale. Alors, par rapport à vos attentes, plutôt agréablement surpris, plutôt circonspect, voire même inquiet? Non, je pense que déjà, le premier bilan, c'est un bilan humain. Ça s'est très bien passé. Nous avons retrouvé nos équipes commerciales avec un grand plaisir. Et après, au niveau financier, résultat commercial, c'est un petit peu plus mitigé. Ça met un peu de temps pour revenir. Je crois que c'est un peu pour tout le monde pareil. Il faut que tout le monde retrouve ses marques. On repart sur quelque chose de neuf. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un point sur ce qu'on a vécu ces derniers mois, au niveau du commerce, bien évidemment. On se retrouve juste après et on débat sur l'avenir, peut-être. On va voir ça. On regarde. L'adage selon lequel « ce qui ne tue pas rend plus fort » pourrait bien être démenti par la crise économique conséquente à l'épidémie du coronavirus que traversent les commerces dits non essentiels et particulièrement ceux de la mode et du prêt-à-porter. Pour beaucoup de commerçants, cette crise pourrait être celle de trop. Déjà attaqués par la digitalisation et le e-commerce, qui représente en France tout de même 3 milliards d'euros d'achats sur le premier semestre 2019, les professionnels redoutent les nouveaux comportements imposés par les autorités. Comment gérer un bouleversement aussi soudain? Comment conseiller un client en restant distant d'1,50 m caché derrière un masque? Comment gérer des files d'attente de 15 personnes le samedi dans les centres commerciaux bondés? Comment gérer le personnel quand on n'a aucune visibilité ni perspective? Le commerce physique de proximité peut-il s'adapter à ces normes de distanciation sanitaire tout en restant économiquement viable? Le fait est que depuis le 11 mai, la reprise s'annonce lente et sans euphorie. Malgré l'optimisme de clients désireux de retrouver la vie d'avant, en déambulant, même masqués, dans les galeries et les grands magasins. C'est un peu voir autre chose que les 4 murs chez soi, ça fait du bien. Par contre, il n'y a pas beaucoup de monde, malheureusement, mais bon, c'est un peu normal, ça se comprend. Mais c'est mieux que rien. On retrouve une vie normale, j'espère, on croise les doigts en tout cas. Voilà, donc il faut bien les aider, ça a été fermé longtemps, donc voilà, je suis là aujourd'hui. Et puis le masque, c'est pas très agréable de le porter dans les grands magasins. Mais bon, pas le choix. Pour les commerçants, le seul fait de réouvrir ne suffira pas. Entre des stocks à écouler et des clients à reconquérir, l'inquiétude est bien présente. Nous, on ouvre en moins 60% en direct, parce qu'on est obligé. On a 2 mois de perte. Nous, on n'a pas d'autre source que la vente. Le moral, il est moyen dans le sens où on avait beaucoup d'ambition et beaucoup d'espoir là, sur la reprise du 11 mai. Mais vu que ça démarre très très doucement, je vous dis, on est sur des niveaux de chiffre d'affaires qui sont très très bas par rapport aux années précédentes. Donc ça nous flingue un petit peu, ça nous coupe un petit peu le moral. Avec un mode de fonctionnement établi pour la vie avant le virus, quelles sont les solutions qui s'offrent à l'industrie? Attendre et résister pour les plus solides en acceptant la mort des plus faibles? Se réinventer et tout miser sur le digital? De nombreuses questions auxquelles les professionnels vont devoir répondre parce que si leur industrie entre dans un nouveau monde, il faudra assurément de nouvelles règles.
Comment vous avez vécu cet arrêt net ? Comment vous l'avez appris ? Comment ça s'est passé ? Comment du jour au lendemain on ferme 50 boutiques ? Alors, comment nous l'avons appris ? Tout simplement, nous l'avons déjà pressenti, puisque l'Italie s'est confinée la semaine précédente, celle de la France. Nous avons donc fait une réunion de crise dès le lundi après l'annonce du président de la République, où nous sommes réunis, moi et mon DG et notre chargé de RH, de façon à préparer cette fermeture au niveau légal. D'accord. Et au niveau de... J'imagine que quand on a 50 points de vente, on a des commandes en cours, on a des collections à mettre en place, on a tout un marché, marketing, stratégie, on arrête tout net, on est inquiet ? Alors on est déjà très surpris, je pense, nous, à la direction, mais également toutes les équipes commerciales en place, de cette brusque fracture qui intervient. Nous sommes stoppés net. Les boutiques ferment du jour au lendemain, il faut les sécuriser, il faut vider évidemment les fonds de caisse, il faut s'assurer que le stock est mis en sécurité, il faut s'assurer que... détail bête, mais que les plantes vertes sont arrosées et ainsi de suite. Et en plus, quand ça s'est produit, on ne savait absolument pas quelle était la durée de ce confinement. Donc les premiers jours ont été cette recherche de sécurisation des points de vente. Oui, on a fait au plus pressé pour sécuriser au minimum, pour anticiper. Anticiper quoi d'ailleurs ? On ne savait pas quoi anticiper. On ne savait pas quoi anticiper. Et si nous étions inquiets, les équipes commerciales étaient, elles, particulièrement en demande de renseignements, ne serait-ce que sur la prise en charge financière de leur situation, quand est-ce qu'on allait réouvrir, comment on allait faire justement, vous en avez parlé tout à l'heure pour la gestion de stock, puisque nous avons fermé, c'était la collection d'hiver. Et que donc, nous étions sur les retours de collection d'hiver. C'était un moment charnière. Complètement. C'était juste le moment où on changeait de collection. Donc, on retournait le stock d'hiver en entrepôt et on recevait toute la nouvelle collection d'été. Et là, la nouvelle collection, elle est morte. On passe encore... Non. En fait, nous nous sommes arrangés pour, au moment de la réouverture, permuter ce stock. Ouais. Donc ça demandait un bon travail au niveau des équipes commerciales sur place pour procéder à ce changement. Alors là, vous nous êtes en train de nous l'expliquer. On a compris que votre marque Genac, c'était quand même quelque chose d'assez consistant avec des équipes dédiées. Comment, à votre avis, on fait les petits commerçants qui sont tout seuls avec un couple qui gère leur stock, un couple qui vit à des traites de 30 jours, 60 jours, ça a dû... Alors, c'est compliqué pour eux. Moi, je pense que la situation a dû être extrêmement compliquée pour eux. Nous avons la chance de faire partie d'une société qui est familiale. Le capital appartient à la famille. Nous avons pu gérer nos stocks en direct. Ça veut dire que nous avons pu reporter certaines livraisons, arrêter certaines productions, puisque nous travaillons avec nos usines partenaires en Europe. Donc, ça a été... nous n'étions pas engagés sur du long terme. Mais c'est vrai que pour toutes ces petites sociétés indépendantes qui ont des traites à payer et plus rien qui rentre, la situation a dû être extrêmement compliquée. Comme le disait l'intervenant dans le sujet, qui dit « Moi, je suis obligé de tout mettre à moins 60% pour écouler mes stocks ». Vous ne l'avez pas fait, vous ? Absolument pas. Et vous n'êtes pas prêt de le faire ? Nous ne sommes pas prêts de le faire. D'accord. Donc les gens qui voudraient se précipiter pour aller acheter des chaussures à moi, ce n'est pas encore pour maintenant ? Pas encore. J'ai été très surpris en préparant l'émission parce que tout le monde parle du digital. Beaucoup de marques ont sauvé un peu les marrons du feu grâce au digital. Vous l'avez fermé. Votre e-boutique était fermée pendant la période. Pourquoi ? Tout à fait. Nous avons fermé notre e-boutique tout simplement pour des questions de logistique, puisque les équipes en place de préparation, nous avons préféré les mettre également en arrêt, de façon à avoir une vision sur ce virus qui se développait et ne pas les mettre en danger. D'accord, vous avez préféré la santé à l'économie, comme disait notre président il y a quelques jours. Exactement. Là, on parle beaucoup du digital. Il semblerait que ce soit la solution à tous les problèmes pour les commerçants. Alors, des groupes comme le vôtre, mais après, des groupes, il y en a, par contre, la halle aux chaussures fermée, d'autres, Camailleux aussi, qui, eux, sont des vêtements. Comment, à votre avis, il se fait que des sociétés aussi consistantes et aussi grosses ne puissent pas résister à 3 mois de fermeture ?
Alors, je pense que face à cette épidémie et à ce qui s'est passé, il y a 3 types de sociétés. Il y a les petites sociétés dont vous avez parlé tout à l'heure, qui en fait ont des traites et elles sont prises à la gorge. Vous avez les très gros groupes qui, eux, ont beaucoup de mal à se mettre en mouvement, qui manquent d'agilité et donc ont eu du mal à répondre rapidement à ce qui se passait. Et puis vous avez les sociétés qui sont de notre taille, qui sont familiales, où finalement une décision est prise en quelques minutes, quelques heures. Ils ont manqué de réactivité ? Je pense qu'ils ont manqué de réactivité, mais de par leur structure. C'est pas une volonté. C'est simplement que quand vous êtes engagé sur du long terme avec un stock qui est fabriqué loin, vous ne pouvez pas couper vos commandes. Quand vous avez des équipes commerciales qui sont importantes, où chaque décision demande d'être approuvée, c'est long également et ça met du temps. Chez nous, c'est très rapide. On a une cinquantaine de responsables de points de vente avec qui j'ai été en contact en permanence pendant tout ce Covid, pratiquement de façon hebdomadaire au moins, mais par mail ou par SMS ou par visioconférence, pratiquement tous les jours. Et quand ils vous demandaient, ça va durer combien de temps ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous leur répondiez ? J'avais pas plus d'informations qu'elles. Simplement, je tâchais de rester positif sans savoir, simplement parce que beaucoup de personnes ont besoin humainement de ce lien. Ok. Alors, on va revenir sur le digital. Ouais. D'abord, on le disait, vous avez une boutique e-commerce. Elle représente quoi actuellement par rapport à en pourcentage par rapport à votre globalité de vente ? Alors pour l'instant, le e-commerce représente une très grosse boutique, la première boutique de France. Voilà. La volonté que l'on a chez Genac, c'est donc de développer encore plus cette e-boutique, lui donner plus d'importance, tout simplement pour pouvoir envoyer notre marchandise partout dans le monde. Mais est-ce que la e-boutique n'est pas en concurrence avec les boutiques en dur ? Alors, on parle de votre marque parce que c'est celle que vous maîtrisez, mais j'imagine que toutes les autres marques et tous les autres commerçants de détail ont la même problématique. Comment... Moi, quand j'y pense, je me dis, mais en fait, les boutiques en dur vont devenir des showrooms. C'est-à-dire que les clients ou les clientes vont choisir sur Internet, vont aller voir en vrai à quoi ça ressemble dans la boutique et vont retourner sur Internet pour la commander en attendant et en espérant éventuellement une promo qu'ils ne trouveraient pas en boutique. Je suis loin de la réalité, je suis naïf, ou c'est un peu ça qui se passe ? Alors, pour moi, l'e-boutique va se développer, c'est sûr, c'est évident. Maintenant, je pense que la boutique physique a énormément évolué depuis à peu près 15 ans et nous sommes passés sur le seul moyen d'acheter à un des moyens d'acheter. Maintenant, c'est à nous, en tant que retailer, de développer les capacités de nos équipes commerciales de façon à faire venir la cliente en boutique. Voilà, ça c'est le but que l'on a. Simplement parce que la cliente en boutique, elle va déjà pouvoir apprécier le produit physiquement, elle va pouvoir bénéficier des conseils techniques de la force de vente, et puis après, la vendeuse devient une sorte d'influenceuse. Enfin, rien ne l'empêche de faire ça et d'aller après la commander de toute façon en se disant je vais la trouver sur un site qui est en promo. Vous savez très bien que le moteur pour l'acheteur, c'est le prix. Alors, aussi talentueuse soit la vendeuse ou le produit. Oui, sauf que c'est là où intervient la stratégie commerciale de la marque. Et tant que vous êtes, je dirais, détenteur de votre politique commerciale, ça veut dire que tant que vous n'êtes pas obligé de participer à des promotions qui seraient faites sur des sites partenaires, vous restez maître du jeu. Alors, ça c'est intéressant ça. Quand, par exemple, pour ne pas le citer, Zalando ou d'autres font des promos sur des marques, ils sont obligés d'avoir votre accord ? Ils sont pas obligés d'avoir notre accord. Simplement, il y a deux stratégies possibles. C'est soit ils sont propriétaires du stock, soit ils sont détenteurs du stock. Donc voilà. En fait, à partir du moment, c'est de la revente en fait. Tout à fait. Ok. Par rapport à ce qu'on était en train de dire, la digitalisation et le e-commerce. Qu'est-ce qui va devenir aussi du métier de vendeuse ? Si justement, alors vous me disiez qu'elle peut être influenceuse, très bien, mais si
comme on peut le craindre, enfin moi je le crains, vous non apparemment, mais vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, celle que va devenir la bonne vendeuse, celle qui était souvent bonne vendeuse parce qu'intéressée par le chiffre d'affaires, si elle voit toutes ses clientes, elle travaille pendant 1 heure, elle conseille une cliente qui dit « Merci beaucoup, vous avez été charmante, je vais aller la commander ailleurs », comment ça se passe? Elle va de vendeuse, on va devenir démonstratrice, elles vont devenir magasinière, c'est un métier qui, lui aussi, comme le métier de la vente dans sa globalité, doit se renouveler, il faut s'attendre, il y a de nouveaux codes qui vont arriver? Je pense que déjà ce métier s'est énormément renouvelé ces dernières années. Voilà, nous avons affaire maintenant à une population, à des personnes qui sont beaucoup plus au fait de la mode, beaucoup plus branchées sur les réseaux sociaux, qui connaissent les tendances et qui ont à cœur de partager cet amour qu'elles ont de la mode. D'accord. Vous parlez des réseaux sociaux aussi. Est-ce que les réseaux sociaux, indispensables dans votre métier, on est d'accord? Tout à fait. Est-ce que c'est pas aussi une arme à double tranchant? C'est-à-dire que chercher l'originalité pour être original, est-ce que trop d'originalité tue pas l'originalité? Est-ce que pour se démarquer des autres, en faire trop parfois, il peut y avoir des erreurs de stratégie, des erreurs marketing qui sont fatales, qui peuvent tuer une collection? Est-ce que ce sont des choses auxquelles vous pensez, ou est-ce que pour se démarquer, pour avoir une continuité dans votre produit, il y a une approche différente? J'ai vu que vous étiez, pendant le confinement, vous avez aussi créé un peu l'histoire de la marque auprès de vos clientes. Tout à fait. Alors moi je pense que ces réseaux sociaux sont effectivement très dangereux, simplement parce que un débordement est vite arrivé et on contrôle mal la diffusion de ce qu'on met à disposition des gens. Maintenant, le gros avantage que nous avons, c'est que c'est une société familiale, que nous avons à notre direction des membres de la famille qui connaissent parfaitement la marque, donc ce ne sont pas des gens qui sont entre guillemets parachutés et qui sont de passage chez Jonac, et donc tout est plutôt très bien contrôlé dans le sens où ils connaissent extrêmement bien leurs clientes et connaissent parfaitement les réseaux sociaux. Je vous rappelle que le PDG, Marcel Nakam, n'a à peine 35 ans, donc est vraiment de cette génération-là et maîtrise parfaitement ce canal de diffusion. Encore toujours par rapport aux réseaux sociaux, on voit que maintenant, pour de plus en plus séduire la clientèle, les marques, pour ne pas les citer, Nike, Adidas, personnalisent de plus en plus leurs produits. Alors bon, en plus, vous êtes dans le même domaine, c'est la chaussure. Est-ce que c'est pas un peu une boîte de Pandore qu'on est en train d'ouvrir, où bientôt il y aura un modèle un peu patron et on va dire, voilà, moi je veux ça et on va customiser à fond, et puis si ça me plaît pas, ça va être aussi une autre façon de proposer du produit, ou vous avez déjà été amené à le faire? Alors, nous n'avons pas été amenés à le faire. Nous avons très régulièrement des collaborations avec des influenceuses qui créent des mini-collections pour montrer un petit peu leur univers. Pour ce qui est de la customisation des produits, je pense qu'une marque est d'autant plus forte qu'elle crée une collection à part entière et qu'elle n'a pas besoin de se plier spécialement au désirata de une ou deux personnes qui seraient vraiment complètement particulières. Alors, enfin, vous pensez qu'il vaut mieux imposer son style plutôt que de le subir? Tant qu'on peut, oui. D'accord. Tout à fait. Alors, on l'a compris, le coronavirus a eu des conséquences terribles sur le monde du commerce. Comment ça se passe, la vente avec le masque, avec les protections? Comment on conseille quelqu'un à 1,50 m sans contact? En plus, vous particulièrement, comme le prêt-à-porter, vous vendez des articles qui est plus ou moins nécessaire d'essayer. Comment on fait pour conserver ce contact du commerce physique? Finalement, ça n'a pas été si compliqué que ça. Il a fallu pas mal réfléchir avant l'ouverture, préparer des kits sanitaires, ce qu'on appelait, donc qui comportent à la fois du gel pour les mains, des masques pour nos équipes commerciales, des lingettes désinfectantes, un produit spécial pour désinfecter les Donc ça, c'est pour magasin. rassurer la clientèle. Tout à fait, voilà. Mais pour la vente à proprement dit? La vente se fait avec le masque, sans aucun problème, et les chaussures sont désinfectées après chaque essayage. Donc, voilà, on a juste un petit peu changé le protocole de vente, tout simplement pour que le conseiller de vente ait le moins de contact physique à moins d'1 mètre avec la cliente, mais c'est tout. Alors, il y a d'autres personnes dans le monde qui ont aussi ce problème de la vente, qui se retrouvent dans des difficultés, notamment au Bénin. On est allé voir sur un marché le problème que les vendeuses ont
de rassurer leur clientèle et apparemment, ça a l'air d'être un peu compliqué. On regarde. Le gouvernement du Bénin, après quelques mois de crise, décide du retour à la vie normale de la population. Le respect des mesures barrières reste cependant de mise et d'ailleurs fortement conseillé. Au marché de Hulakome à Goudomé, le respect de ces mesures impacte sur le revenu des commerçantes avec la méfiance des clients. Depuis l'avènement de Covid-19 au marché, nous qui sommes les femmes qui vendent, souffrons beaucoup parce que les clients nous fuient. Dans un autre marché, celui de Togudo par contre, Elsa Zingbe, vendeuse de divers, rassure les clients car pour elle, les mesures sont respectées malgré le trou béant laissé dans son économie. J'ai juste eu à constater que les clients se sont juste habitués au supermarché parce que là-bas, ils croient que là, les gestes barrières sont bien observés. Donc nous, commerçants du quartier et trucs là, ils ont toujours peur de nous. Ça a juste fait chuter notre économie et rien ne va dans notre petit commerce. Je compte rassurer nos clients habituels de ne pas avoir peur de nous. On suit juste les mesures barrières, tout. De ne pas avoir peur. Je les prie de venir acheter chez nous parce qu'on a besoin de ça à cause de quoi nous on existe. Donc sans eux, on ne peut pas manger. L'idéal serait donc, selon Madame Abou, de sensibiliser davantage la population sur les mesures barrières, ce qui pourrait, un tant soit peu, faciliter leur commerce et le contact avec les clients qui les stigmatisent. Les clients se plaignent de devoir toujours se laver les mains, mais nous les vendeuses, on sait que c'est bon. Je suis inquiète. Il faut que le ministère de la Santé vienne nous parler, nous conseiller sur cette maladie. Nous avons besoin de leurs conseils. La télé seule ne nous suffit pas. Qu'ils viennent nous parler, rassembler la population, ça, ce sera bon. Bon, que ce soit le Bénin, la France, la Chine, on a tous le même problème à des degrés différents. Tout à fait, c'est exactement la même chose. Ouais, là, le problème des vendeuses, alors vous, c'est pas la même chose parce que vous vendez d'autres types d'articles, mais rassurer, ça fait partie maintenant du rôle de la vente. Tout à fait. En fait, montrer que vous avez compris les enjeux et que vous mettez en place les gestes barrières, c'est essentiel pour accueillir notre clientèle. J'ai vu, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai vu passer des posts de clients étonnés de voir des boutiques n'ouvrir plus que 2 ou 3 jours par semaine, et cela pendant à peine quelques heures. Je me suis tombé sur une boutique où vous avez entendu... Alors on ne parle pas de vous, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Mais vous avez entendu parler de ça ? Tout à fait, je comprends parfaitement. Expliquez-moi parce que je sais pas pourquoi... Tout simplement parce que vous avez une proportion du chiffre d'affaires qui est fait tous les jours et que si il est plus rentable de rester fermé que de payer quelqu'un toute la journée pour un chiffre d'affaires qui est fortement en décroissance, je comprends parfaitement. Mais ça peut pas durer sur la longueur. Ah non, absolument pas. Ça, c'est tout à fait. C'est une mesure que l'on met en place, je dirais, de façon temporaire, en attendant que le trafic reprenne. D'accord. Mais si on extrapole un petit peu ce comportement, est-ce que vous pensez qu'un jour on pourrait, alors je reviens sur mon histoire de showroom, mais est-ce que vous pensez qu'un jour des boutiques en dur pourraient devenir des lieux de passage, pas comme des boutiques éphémères à proprement dit, mais des lieux où on sait qu'il va y avoir une démonstration de produits pendant du lundi au jeudi, de telle heure à telle heure, et que derrière, la vente ne sera pas possible dans la boutique, mais elle sera possible en ligne, avec un code qu'on donnerait en boutique. Est-ce que ce sont des choses auxquelles vous pensez, qui peuvent exister, et auxquelles même, voire vous travaillez déjà, non ? Alors on ne travaille pas dessus, mais c'est vrai qu'on étudie chaque nouveauté. Et c'est vrai que ce concept de vente un petit peu éphémère, qu'il ne faut pas rater, au niveau commercial, c'est très positif. Ça permet de créer un buzz autour des boutiques et ça permet aux clientes de nous retrouver plus facilement. D'accord. Alors, on va bientôt arriver à la fin de l'émission. Là, on est d'accord pour dire que la pandémie mondiale a été un véritable bouleversement, mais pas que pour l'univers du commerce, pour d'autres industries. À court, moyen terme, là, voire même à long terme, comment voyez-vous les choses évoluer ? Moi, je pense qu'on va finir cette saison d'été comme on va pouvoir.
tout simplement. Il y a eu le Bon décalage. an, mal an, comme on dit. Tout à fait. Il y a eu le décalage des dates de solde. Oui, tiens, d'ailleurs, les soldes pour acheter, c'est plutôt bénéfique pour ceux qui vont être en bord de mer, les soldes, parce que acheter des chaussures ou des vêtements en plein mois d'août à Paris, par exemple. Non, je ne pense que ça ne changera pas les habitudes de consommation de nos consommateurs, qui de toute façon seront partis au mois d'août en congé. D'accord. Donc vous me disiez, là, bon an, mal an, vous allez terminer la collection. Tout à fait. Après, j'espère simplement qu'au mois de septembre, nous reprendrons comme l'année dernière, c'est-à-dire sur le même trend. Donc le jour d'après sera comme le jour d'avant. J'espère. Et le concept de magasin, de vente, vous ne le voyez pas évoluer pour le moment? Je ne le vois pas pour l'instant évoluer du tout. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il évolue? Pour qu'il change, qu'il réponde à une nouvelle demande, plus de digitalisation? Comment on fait? Je pense simplement, on pourrait imaginer la boutique de demain avec des collections qui sont exposées effectivement et avec, pourquoi pas, une livraison à domicile sous quelques heures. Vous avez un système de livraison à domicile? Tout à fait. Nous avons un système de coursier sur Paris que nous allons étendre à la province dès l'hiver prochain. Bruno Paillard, merci beaucoup. C'est moi. Pour plus d'informations, un site internet, jeunac.com, j'imagine? Jeunac.fr, tout à fait. Jeunac.fr. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau TLS+. D'ici là, informez-vous sur Télésud. À bientôt.